لممساع ريفتك زيتا وخبيعتا تيرينو مينا تسيتي من فريشين جيرا تيرا داخيا بطاحي مريحيا ونغلينا حلايا بقاوة بلحشين هالوني مرازن وميلين. À l'origine, notre famille ne s'appelait pas Lalou, elle s'appelait Zenou, le nom patronymique était Zenou. Et nous vivions au Portugal en 1550 environ, avec les problèmes de l'Inquisition. Ils ont été chassés du Portugal, ils sont passés au Maroc. Au Maroc, ils ont séjourné peut-être un siècle ou moins d'un siècle, et ils sont remontés vers le Tafil al-Est parce qu'ils cherchaient des communautés juives parmi lesquelles elles voulaient compter s'intégrer. Puis ensuite, elles sont passées du Tafil al-Est où elles sont restées aussi peut-être un demi-siècle ou un siècle. Ils sont passés par le Touat où existait un royaume, où existait le royaume juif de Tamentit, et ils sont fixés à El Abiod. Il y avait une grande famille maraboutique qui était les Ouled Sédichir. La famille maraboutique des Ouled Sédichir a pris les jeunes de la famille Zenou pour en faire des bergers dans leur troupeau. Ils ont séjourné dans la région des Ouled Sédichir peut-être 50 ou 60. Puis ensuite, par la transhumance, ils ont découvert qu'il y avait plus au sud, car la région d'El Abiod était une région hivernale. Il faisait très froid, c'était le nord. Alors ils sont redescendus vers le sud, ils ont traversé le mont Exour pour rejoindre la Guat. On leur disait que la Guat était une grande ville. Mon grand-père est un conteur. Il conte sa ville natale, une petite oasis du sud algérien nommée la Guat. En arabe, la Guat signifie maison entourée de jardins. Dans cette ville qu'on appelle aussi la porte du désert, on a perdu toute trace de l'arrivée des premières familles juives. جيتك من الأقوات سربيلي وحدي أنا ولد الرملة وحليب الناقة يا ومحلى تقيلة تحت النخلة والعشية تسقينا بلا قميها محلى تقيلة تحت النخلة. Je suis né en France, contrairement à ceux qui m'ont précédé. Et si je n'ai jamais douté de mes racines juives en terre d'islam, les interroger, c'est combattre la prétendue inexorabilité des affrontements d'aujourd'hui. ونغلينا حلايا بقاوة بلحشين هالوني مرازن وميلين درعزين تريد حميت حاستي ميدين وفريشين تعطيرات كلا برازيم درعلا هيو ميولولا لعيرين قديشين على كل وديخا ويخول بي وديليخا كامور بوتيا حيتيا دي خمس بيخو حيرسون باروخ أذوناي إلهينو ميليخا غلام هم صليحين من هاريس أذوناي ميليخا ناي ملخا نلوخي غلام وعيد. Le vendredi soir, chez mes grands-parents, le rituel est en hébreu. Mais avant de rompre le pain, mon grand-père chante une prière en araméen. Et dans ces sonorités de l'Orient ancien, j'ai longtemps cru entendre de l'arabe. Je ne sais pas qui est mon grand-père, mais je sais d'où il vient. Le petit garçon flou, c'est lui, le jour du mariage de sa sœur aînée. À gauche, sa mère Nejma, l'étoile. Et plus haut, en Gandoura et Burnous, Jacob Lalou, son père.
Dès son jeune âge, papa est allé à l'école coranique. Son oncle l'avait retiré de l'école à l'âge de 11 ans, mais bien avant 11 ans, dès l'âge de 5 ans, 6 ans, on allait à l'école coranique. C'est ce que nous avons fait. Nous-mêmes, mon frère aîné y allait, et moi-même, j'étais avec mes autres frères à l'école coranique, qui consistait à apprendre, à annonner plutôt l'arabe sur des planches, car on ne connaissait pas les livres, hein, il n'y avait pas de livre, c'était une planche manuscrite avec de l'encre de Chine, et on annonnait alif, ba, ta, l'alphabet, ou les machins, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. On apprenait l'arabe couramment, l'arabe courant et le Coran. Et mon père était plus érudit que nous. Il avait, lui, appris l'hébreu, l'arabe, le Coran, il lisait couramment le Coran. Dans un inventaire des familles de la Gouatte, pour Jacob Lalou, on peut lire à la rubrique Situation, a épousé sa cousine. Et à la rubrique Activité, magasin, troupeau, banque, coopérative lainière. Mais pour mon grand-père, il est Jacob, son héros, un seigneur aux ancêtres nomades. Et ma mère lui apporte son café, un café après la sieste, café noir. Il ouvre les persiennes, et puis ensuite il ouvre les volets, et il sort dans la rue, il voit un rassemblement dans la rue, devant chez lui, devant le bureau, devant un rassemblement. Alors, surpris, il était en gandoura, négligé, avec un petit gilet en toile, parce qu'il avait toujours ce gilet avec la montre et son porte-louis. Et il avance, et il voit ce rassemblement, il pose la question, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il s'aperçoit qu'il y avait un commerçant arabe qui était juste en face de lui, qui était presque son voisin, en face de la rue, qui vendait des petites herbes, des bagatelles, et qui traînait un jeune garçon de 13 ou 14 ans. Il le prenait par machin, il ne voulait pas le lâcher pour l'amener à la police. Et mon père lui dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a acheté pour 10 sous de marchandises, ça fait 3 marchés, il me promet chaque fois de venir me payer, et puis maintenant il ne venait plus, je l'ai vu ce matin, je l'ai attrapé, non, cet après-midi, je l'ai attrapé, je veux l'amener au commissariat de police, à la police. Mon père le regarde, il s'appelait Haj Boujema. Oui, tu n'as pas honte, Haj Boujema, comment dirais-je, arrêtez un peu, d'humilier, c'est ça. Tu n'as pas honte de brutaliser, d'humilier un jeune garçon comme ça, qui est un homme maintenant. Qu'est-ce que c'est? De quoi il sait? Il lui a dit, voilà, il ne m'a pas payé, machin. Il dit, alors mon père tire son porte-louis, il avait un porte-louis où il y avait, je l'ai là, un louis de 5 francs, un louis de 10 francs et un louis de 20 francs. Il tire un louis de 5 francs, et l'autre lui avait dit 50 centimes. Encaisse, il lui a dit. Tous les Arabes qui étaient là, surpris. Alors en arabe, il dit Yacoub Malik, Yacoub est un roi, Yacoub c'est un seigneur, Yacoub s'appelait Yacoub en arabe, Jacob Yacoub, Yacoub c'est un seigneur, t'as vu? Là, il lui a jeté un Louisa, il lui a jeté Louisa pour libérer là. Et puis il dit au fils, au garçon, qui était un petit garçon, jeune adulte, va chez toi, pas mon fils, pas mon fils. Le gosse le regarde et il s'en va, non parlons. 5 ou 6 ans, 5 ou 6 ans après, mon père avait par habitude tous les ans, et deux fois quand j'avais été d'âge déjà où je montais à cheval, on allait à cheval et je l'accompagnais pour regarder, pour voir ses troupeaux, pour visiter ses troupeaux, visiter ses chiens bergers et voir son bien. Le lendemain matin, c'était de bonne heure, il prend son café, son thé ou son café avec le chef berger. Il monte à cheval. Or, mon père s'habillait, comme je dis, à l'arabe, et il avait l'omdal, qui est le sombrero, tu sais, le sombrero, l'omdal, un grand genre de sombrero, c'est ce qu'on appelle, un grand machin, et puis il avait le chèche, le hay, comme ça. Et il marche, il a fait à cheval, il avait fait un parcours de peut-être d'1 kilomètre ou 2 kilomètres, et à ce moment-là, sort un homme, un arabe, voilé aussi, bien sûr, fusil à la main, jette tes armes. En arabe, l'orslak, jette tes armes. Mon père lui dit, je ne suis pas armé. C'est un petit peu suspicieux, je ne suis pas armé. L'orgrabek, jette le portefeuille. Mon père délie, puis il avait un portefeuille brodé comme tous les Arabes, qui était bourré de billets de banque, c'est vrai, parce qu'il aimait gâter les bergers. Il lui jette le portefeuille. Et mon père a eu chaud, cette émotion,
enlève le chèche qu'il découvrait et enlève le mdal, on appelle le mdal, le sombrero. Et Tibissal dit qu'il faut respirer. Et le jeune regarde mon père à travers son litam et lui dit, toi tu es Yagoub. Papa lui dit, d'où tu me reconnais? Oh, il dit, je te connais. Et toi-même tu me connais? Il dit, non papa, moi je te connais pas. Il dit, tiens, regarde. Et il enlève le voile, le chèche, et dit, papa lui dit, non, je te connais pas. Il dit, je suis le garçon que tu as libéré des mains de Haj Boujma. Quand Haj Boujma m'humiliait et me bousculait, me brutalisait, tu es venu, tu lui as jeté l'ouéza, tu lui as jeté un louis d'or, et tu m'as libéré. Et tu m'as dit, Roh Yabni. Alors papa lui dit, si j'avais su que tu étais bandit, je ne t'aurais pas libéré. Il lui dit, je ne suis pas bandit, je suis devenu bandit. Et il me dit, pourquoi tu es devenu? Il dit, parce que personne n'a voulu me donner du travail, et c'est la faute, les expressions actuelles, c'est la faute à la société. Je suis devenu bandit, délinquant, parce que je n'ai pas de travail. J'ai voulu travailler. Il dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, j'étais berger, mon père était berger, moi j'étais berger. Mon père lui dit à ce moment-là, tu veux travailler berger? Il lui dit, viens me voir le marché prochain, tu connais mon bureau, viens me voir le marché prochain, je t'achèterai un troupeau. Quand le chef berger voit le petit, il avait reconnu qu'il était bandit. Mon père dit, ça ne te regarde pas. Il lui a dit, oui, c'est un voleur, ne t'occupe pas de lui. Il va aller acheter un troupeau, bon, ils achètent leur troupeau, ils s'en vont. Quelques années après, 1 ou 2 ans après, quand il récoltait, mon père apportait la récolte, il est allé voir, et il demande au chef berger le comportement du jeune là qu'il avait. Il lui dit, bien mal, patron, je n'ai jamais vu un berger aussi actif et aussi honnête. Le père lui dit, comment? Il dit, oui. Il ne touche jamais au lait. Il laisse ses troupeaux, ses agneaux, allaiter au maximum. Il ne les prive pas de lait. Comme ça, ils sont beaux, ils sont forts. Il ne va jamais packager dans les endroits où il y a des chardons, où il y a des mauvais machins. Tout. Ses laines sont toujours les plus belles. Et jamais il ne va dans les endroits sablonneux pour que les laines restent pures. Et papa lui dit, alors c'est lui qui m'a porté les belles laines là que je triais et les beaux troupeaux, il dit, c'est lui. Mon père était satisfait, il disait, bon. Après 2 années de voir ce travail pour machin, il dit aux jeunes délinquants, à partir de maintenant, tu n'es plus mon berger. Tu es mon associé. Moi, je mets le capital, toi, tu vas mettre le travail, et que le bénéfice, on le partage moitié-moitié. Et c'est là où mon père a lancé en 1900, ou peut-être 1897 ou 90 ou 1900, l'association Capital Travail. Et le bonhomme est devenu plus riche que mon père. On commence par 2 ou 3 troupeaux. Mon père lui a dit, maintenant tu continues ailleurs. Il a gagné 10 fois plus que mon père, est devenu très riche. Et c'est ce qu'on appelle Haj Haïcha, dont je ne peux pas raconter parce que l'histoire est trop longue. Jacob Lalou, le père de mon père, a vécu la fin d'un monde où juifs et musulmans faisaient plus que se côtoyer, ils vivaient ensemble. Alors que la Gouette vit encore sous la domination turque, la communauté juive de France, inquiète du sort de ses coreligionnaires, envoie un émissaire dans les régions sahariennes. Le rapport intitulé « État moral et politique des Israélites d'Algérie et les moyens de l'améliorer » indique « Des réunions de familles et des petites sociétés patriarcales nous ont même été signalées dans le sud. Cette population vit parmi les tribus bédouines dans des conditions d'égalité absolue. Ils ne sont point dominés par leurs compagnons et mènent la même vie qu'eux. La culture, la garde des troupeaux sont leurs occupations principales. Les juifs bédouins portent le costume des indigènes et rien n'établit entre eux d'humiliante séparation. » Il était une tradition, jusqu'à maintenant d'ailleurs, il est de tradition que pour la fête de Pessah, c'est-à-dire les fêtes pascales, la fête de Pâques, on abat, on tue l'agneau pascal. On fait l'offrande de l'agneau pascal. Et bon, papa recevait de ses troupeaux des agneaux. On lui apportait des agneaux. Mais le jour
de la veille de Pâques, l'avant-veille de Pâques, le chef, le calife et les bachagas et les caïds venaient voir mon père de ne pas prendre d'agneaux de ses troupeaux. C'était eux qui fournissaient. Et ils recevaient 5, 6 agneaux, 8 agneaux qui venaient de partout. Alors ils ne touchaient pas. On lui apportait quand même de sa production, de ses troupeaux. Alors papa faisait une chose, il abattait 2 ou 3 agneaux pascal pour la famille. Et puis il distribuait les agneaux qu'on lui apportait aux familles malheureuses, à toutes les familles nécessiteuses. La veille de Pâques recevait chacune son agneau, que mon père leur envoyait, mais qui ne s'est pas jamais de chez les Arabes. Ça, c'était les nomades. Le deuxième point, les citadins. Lorsqu'arrivait la fête des cabanes, on construisait la cabane. La cabane qui était surtout toute construite en planche et en bois, mais elle était toute garnie de palmiers, de branches de palmiers, pour la clôturer, toutes des branches de palmiers. Aucun juif, dans toutes les maisons juives, ce jour-là, pendant la semaine, avait la cabane, parce qu'il y avait toutes des maisons avec courettes, il y avait tous la cabane. Bon. Eh bien, aucun juif n'achetait les palmes, les branches de palmiers. Tous les Arabes citadins qui étaient propriétaires de jardins qui avaient des palmiers, leur apportaient, fournissaient les palmiers pour construire, et les fruits pour garnir. Les fruits et les palmiers, aucun juif n'achetait. Nous-mêmes, nous avions, nous, les palmiers, mais malgré tout, les gens nous apportaient la charge de palmiers pour contribuer à la fête. أنا ولد الرملة وحليب الناقة جيتك من الأقواط سربي لي وحدي أنا ولد الرملة وحليب الناقة يا محلى تقيلة تحت النخلة والعشية تسقينا بلقميها محلى تقيلة تحت النخلة والعشية تسقينا بلقميها ياي 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 ياي. Mon grand-père raconte que lors de la prise de la Gouatte par les Français en 1852, les femmes juives et musulmanes, dans leur tentative pour repousser l'envahisseur, trempaient chaque balle dans l'urine pour que les blessures infligées soient mortelles. Mais après quelques mois, la ville est conquise. Le clivage alors est simple. D'une part les habitants de la Gouatte, juifs et musulmans, d'autre part les occupants français. Mais 20 ans plus tard, le décret Crémieux voté en métropole donne à tous les juifs vivant dans les territoires colonisés la nationalité française. À la Gouatte, c'est le point de départ d'un destin séparé. Mais pourquoi la Gouatte ? En 1988, ma mère termine un travail de recherche à partir de témoignages familiaux et d'archives officielles. Dans sa dédicace, elle écrit « Pour que la tradition perdure, que le souvenir et l'affection s'en nourrissent comme ce livre est d'ailleurs signe d'amour. » Un été, alors que nous étions réunis, j'ai décidé de faire des essais pour le film à venir. Ma mère est morte. Je reste avec ces images d'un moment entre nous. Avant moi, elle aussi a fait ce trajet de l'Orient rêvé à l'Orient vécu. Le rôle des Juifs après l'arrivée des Français avait radicalement changé, c'est-à-dire que c'était devenu des intermédiaires entre les Français et les musulmans. Donc ils avaient un rôle encore plus déterminant pour les musulmans. Peut-être préciser leur statut d'ailleurs. Parce que les Juifs avaient bénéficié du décret Crémieux, donc ils avaient la nationalité française à la Gouatte. C'est une des dernières villes du sud saharien à avoir bénéficié du décret Crémieux. Donc le fait qu'ils aient la nationalité française sans avoir à le demander, parce que s'ils avaient dû le demander, ça aurait été beaucoup plus complexe pour eux, parce qu'ils auraient eu justement l'impression de trahir. Là, ce n'était pas leur responsabilité, ils n'avaient pas besoin de trahir leurs amis arabes et musulmans, et en l'occurrence, ça leur a également donné un rôle très important, parce que ils étaient vraiment les intermédiaires, ce qu'on appelait dans la Bible les méturgeman, ceux qui pouvaient traduire une société dans la langue d'un autre.
Et en particulier, c'est comme ça qu'on peut expliquer la nomination de Jacob Laloux comme maire de la ville, parce que tous ces électeurs, c'était les électeurs qui dépendaient de la famille Larba, et c'est grâce à eux qu'il a été élu. Mais que ça soit dit ou non dit, un des rôles de Jacob Laloux dans son office de maire, ou du moins d'adjoint civil, puisqu'il n'y avait pas un maire à l'époque, c'était justement de défendre les intérêts des nomades et des populations dites indigènes à l'époque. L'autre chose, c'est qu'effectivement, c'était un pays, une ville qui était quand même assez éloignée des grands centres, Alger, Oran. C'était quand même à 2 jours ou 3 jours de caravane, et éloigné également du sud, où les pressions religieuses étaient encore plus fortes. Donc ils ont pu développer une sorte de micro-société qui était quand même toujours irriguée par des passages, mais qui restait fondamentalement différente parce qu'elle était une société plus petite et où les conflits ont été moins violents. Au nord, les Français ont été très vite des prépondérants, si bien que les Juifs ont décidé de faire le pari de l'assimilation complète, et par là d'un certain reniement de leurs valeurs propres. Au sud de la Gouatte, les Juifs n'ont pas bénéficié du décret Crémieux, puisque le décret Crémieux avait une date d'effet, et ils sont restés beaucoup plus dans l'orbite musulmane. Malgré les demandes du gouvernement, finalement, il y a vraiment extrêmement peu de Français, ce qu'on appelait de métropolitains, qui s'installent à la Gouatte. Donc la présence française est uniquement une présence administrative et religieuse, parce qu'il y avait les sœurs et les pères blancs. C'est peut-être pour ça qu'effectivement, à la Gouatte, les deux communautés qui ont vraiment à vivre ensemble, c'est la communauté juive et la communauté musulmane. Comment il s'appelait le monsieur chez qui on est allé un peu, tu sais, dont le fils était ambassadeur? Adjaïssa Ben Ammar. Hein? Adjaïssa Ben Ammar. Ben Ammar, oui, c'est ça. Il avait été allaité par la grand-mère de Jean-Claude, et effectivement, à 80 ans, il continuait à se rappeler de cette femme, à vouloir avoir des photos, à être très très attaché à cette famille. Et lui disait que sa mère lui disait: on peut tout faire avec les Juifs sauf se marier ensemble. Donc il y avait effectivement, et les femmes avaient des liens entre elles, c'est-à-dire que très souvent elles avaient des attentions et des gestes de bonté l'une envers les autres. Alors ça, allaiter un enfant quand la mère ne pouvait pas allaiter, c'était effectivement un grand geste de bonté, mais quand la grand-mère de Jean-Claude a perdu un enfant, et qu'elle allait au cimetière parce qu'elle avait beaucoup souffert de ça, les femmes musulmanes l'arrêtaient pour lui donner des poulets, des choses comme ça, pour la consoler un petit peu. Et ça, c'est mon grand-père. Mon grand-père maternel, Boishak, le père Isaac. On l'appelait que le père Isaac. Boishak, même les Arabes l'appelaient Boishak. Ça, c'est mon père, en tenue de Troisième République, son écharpe de mer. Bon. Ça, c'est mon père en tenue arabe. Là, il s'est habillé comme ça qu'en 1923 ou 24. Mais jusqu'à cette date, il était habillé comme ça. Et il mettait l'écharpe sur sa gandoura. Là, c'est le Khalifa Djelloul. C'est le grand chef de la Confédération des Larba, qui est grand croix de la Légion d'honneur. Quand il venait à Paris, il était reçu à l'Élysée. Enfin, c'était l'une des plus hautes personnalités sahariennes et algériennes. Il avait autorité sur... Voilà. Là, c'est le Bachaga Lagdar, le père du Khalifa Djelloul, qui était aussi chef de la Confédération des Larba. La famille Laloux était liée d'amitié aux deux plus puissantes familles musulmanes de la région. D'une part, les détenteurs du pouvoir spirituel, la confrérie religieuse des Tidjani, dirigée par leur marabout, et d'autre part, les nomades Larba.
L'Arba veut dire 4, comme les 4 tribus qui composaient cette confédération de 10 000 hommes. Certains d'entre eux ont combattu en métropole en 1914 et par leur participation à la Grande Guerre ont obtenu la nationalité française et le droit de vote. Dans le bureau de mon grand-père à Paris, les photos de famille côtoient celles de leur chef traditionnel. Jacob Lalou a été proche des 3 générations qui se sont succédées à la tête des Larba. Le Bachaga Djeloul, le Bachaga Daïlis son fils, le Bachaga Maroun son petit-fils. Le Bachaga Djeloul parle avec mon père et lui dit, écoute, il faut à tout prix que tu te présentes aux élections municipales comme adjoint, parce que tu es notre défenseur, l'autorité peut nous faire du mal, les gens sont jaloux de nous, surtout les citadins, alors à toi à défendre notre cause. Nous sommes des tribus, nous sommes nomades, toi tu es citoyen, tu es français, tout machin. Et d'un autre côté, Sidi Ali Tidjani, qui était le chef de la confrérie des Tidjaniya, appelle mon père et lui dit aussi, il faut que tu te présentes parce que tu es le seul qui défend notre confrérie, qui défend nos religions. Si les autres nous font du mal entre nous, au moins tu es là pour nous défendre. Mon père leur dit, écoutez, moi, j'avoue que je ne me serais pas présenté, mais puisque si vous trouvez que vous avez intérêt, je me présenterai. Et il pose sa candidature. Mais à la Gouatte, il y avait des collèges français qui devaient élire la commission municipale et l'adjoint civil. Il y avait les pères blancs et les sœurs blanches, il y avait les fonctionnaires, et il y avait les familles juives, qui étaient environ 250, peut-être 200 ou 250 électeurs juifs. Or, mon père avait contre lui tous les électeurs juifs, tout l'électorat juif, dont même sa propre famille, son oncle, ses cousins, tout le monde était contre lui. Pourquoi? Dans leur esprit, c'était pas parce que c'était mon père, c'était un juif, mais ils craignaient la réaction de dire, si demain il y a un conflit entre les Arabes et l'autorité, et que mon père est autorité, le maire de la ville, s'il prend position pour l'autorité, les Arabes vont nous taper dessus. S'il prend position pour les Arabes, l'autorité va nous taper dessus. Donc nous sommes perdants sur les deux côtés. Alors, ils n'ont pas voulu voter pour lui et ils lui ont dit. Et il avait donc l'électorat juif en majorité contre lui. La veille de l'électorat, c'était samedi, mon père monte l'après-midi, je dis monte parce qu'il était loin de la ville, va à pied à près d'1 kilomètre de la ville, dans la grande avenue, pour rencontrer le marabout Sidi Allal des Tidjani, qui habitait là, entre Madi, Courdaine et la Gouatte. Il est allé le voir et lui dit, écoute, je viens te voir pour que tu puisses me libérer. Vous avez tenu à ce que je me présente aux élections, mais regarde, l'électorat juif est contre moi, l'électorat des fonctionnaires est contre moi, il reste l'électorat des sœurs blanches et des curés, mais c'est peu de choses. Alors, il va y avoir un fiasco, évitez-moi le fiasco. Et c'était c'était en automne. Et ils avaient au coin du feu, il y avait la cheminée allumée. Bon, le marabout se lève. Au moment du départ, lui dit, écoute, tu ne te retireras pas. Voilà le burnous de la baraka. Il enlève son burnous vert, il avait un burnous vert en drap. Il le met sur les épaules de mon père et lui dit, descends en ville comme tu es et tu auras la baraka avec toi. Mon père sort quand même à moitié rassuré, puis il marche. Et puis les Arabes qu'il rencontrait dans le disent, Barnos Sidna, le burnous de notre marabout, Barnos Sidna, Barnos Tardar, le burnous vert de notre maître. C'était le père Jacob avec le burnous du marabout. Bon. Dès le matin, il y avait l'urne des commissions municipales et l'urne de mon père, des adjoints spéciaux. Or, tous les électeurs, qui étaient à peu près peut-être 300 ou 350, étaient presque tous passés le matin du dimanche. Soit après l'église, soit avant l'église. Bon, ils en peuvent.
Et mon père, lui, les nomades ont commencé à venir que dans le courant de l'après-midi. Alors les sœurs, les machins ont voté, mais dans le courant de l'après-midi, les nomades sont venus. Alors là, et mon père était tout surpris de constater que les nomades venaient. Il dit que tu viens, on vient voter chaque fois qu'il y avait. Or, ils étaient près de 600 nomades qui étaient français, indigènes français, arabes français. Bon, lorsque le dépouillement a eu lieu, mon père était là avec le candidat concurrent. Et il renverse l'urne pour vider les trucs. Et puis il commence, le candidat opposant à papa s'appelait Papin, Camille Papin. Alors, Camille Papin, bon, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Papa, il dit, moi je suis fichu, c'est pas la peine, je reste. Il rentre à la maison. Ça va. Il a, moi j'ai une voix, Jacob Lalou une voix, puis 99 fois. Il s'en va. Quand il a fini le premier contingent, les gens qui avaient voté, après ils sont tombés à mon père, sur les électeurs. Jacob Lalou 100, Jacob Lalou 200, Jacob Lalou 300, Jacob Lalou 400. Et l'autre n'avait plus rien. Et mon père ne le savait pas. Il était loin, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait rien à l'époque. Alors il était dans sa maison, dans son patio, à attendre, assez ennuyé de dire que je n'avais pas dû me présenter parce que c'était bien. Et vers 8h30 ou 9h du soir, arrive la qaïta. La qaïta, c'est la musique arabe. Vous savez, les musiciens arabes, avec la flûte, le tambourin, et les castagnettes. Et il entend la musique devant la porte. Alors mon père sort et leur dit hey, tu es élu, c'est fini, tu as gagné. Puis toute la ville, après, est venue passer, demander des trucs. Voilà que mon père a été élu par les tribus nomades et avec l'appui du marabout des Tidjans. De la bibliothèque de Jacob Lalou, 2 livres se transmettent de génération en génération. Ils ont fait étape chez mon père. C'est pas marqué Beyrouth quelque part. Ce qui est marqué là, c'est quoi sur la première page? Ça, c'est le Kitab al-Quds et une Kitab al-Ahd al-Qadim ou al-Ahd al-Jadid. Donc, c'est le livre saint, le livre d'Israël, avec les écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et donc, ça aussi, c'est une vraie traduction. Ah oui, ce sont des mots arabes. Il n'y a aucun mot hébreu. L'Asrah al-Awwal, donc le premier chapitre, donc ce que en hébreu on dit la première paracha, Takwin, et c'est donc la Genèse. وفي البدن خلق الله السماوات والأرض, et au commencement Allah a créé le ciel et la terre. Et c'est Allah. Dans l'autre, dans le Coran en hébreu, il n'y a pas le nom d'Allah. Le Coran en hébreu, c'est Elohim. Hu Elohim Ahad. En arabe, c'est Qul Allahu Ahadun. Et là, ils disent Hu Elohim Ahad. Dit, Dieu est un. Et Allahu Samadun, Elohim Orlam. Donc, Lo Yalid, Lo Yulad, Lo Hulid, Lo Nulad, Lo Yadama, Lo Khol Notsa Yatsur, Lo Yakul Lahu Kuf'a Ahadun. Et personne ne peut lui l'égaler. Ces 2 livres appartenaient à mon grand-père. Mon grand-père avait une Torah en arabe et un Coran en hébreu. Alors comment il les a acquis, moi je ne le sais pas, et mon père ne me l'a pas dit, mais ce que je pense, c'est que, et ce que j'ai vu et j'ai vécu, c'est que mon grand-père, lui, avait un plaisir fou à rencontrer des personnes, souvent des sages de l'islam ou de la religion juive, soit de passage, soit dans le pays,
avec qui il aimait discuter. Je ne pense pas que ce soit un érudit. Mon grand-père n'était pas érudit. Je pense qu'il était un autodidacte intelligent. C'est-à-dire qu'il avait une intimité profonde avec les textes parce qu'il pensait profondément que les textes servaient aux relations humaines et à une fraternité communautaire. Rien n'indique dans ses livres qu'il appartenait à quelqu'un d'autre avant lui. Donc lui, pour s'assurer que ça resterait chez lui, et comme il avait l'habitude pour tous ses livres, il les a marqués de son sceau. Il avait un tampon de commerçant à la Gouatte, à son nom, Jacob Ben Makhlouf Ben Lalou, et il a marqué en arabe et en français, il a marqué donc tous ses livres pour pas qu'on les lui prenne ou pour simplement les identifier dans sa bibliothèque. Non, j'ai jamais étudié avec mon grand-père. Mon grand-père, dès l'âge de 4 ans et demi, a préféré me mettre entre les mains, avant même d'aller à l'école primaire, entre les mains du professeur Lalmi, qui était un grand maître des textes coraniques, et qui était professeur donc à l'école coranique, et en même temps, je dirais, il avait une sorte de cercle d'études. On dirait aujourd'hui un cercle d'études. Et le professeur Lalmi avait 4 ou 5 élèves qui avaient 4 ans et demi, dont moi, à qui il a appris l'arabe et le Coran, pendant 6 mois. Ensuite, je suis rentré à l'école, ce qu'on appelait à la Gouatte le Midrash, et qu'on appelle partout le Talmud Torah, c'est-à-dire l'école juive, jusqu'à l'école primaire, jusqu'à l'âge de 6 ans et demi, 7 ans, pour rentrer à l'école primaire. À l'école primaire, donc... mais entre-temps, mes parents voulaient aussi que j'apprenne, bien sûr... les premiers rudiments du français et je veux dire l'adaptation à l'école. Donc j'étais chez les Sœurs Blanches jusqu'à 6 ans et demi, de 5 ans à 6 ans et demi, je fais 1 an et demi chez les Sœurs Blanches. Et à 7 ans, je suis rentré chez les Pères Blancs. Parce qu'on commençait chez les Pères Blancs et on a rentré à l'école primaire véritable avec une institutrice vers 8 ans. Et à l'école coranique, il y avait qui? À l'école coranique, j'avais... comme compagnon, il n'y en a qu'un seul dont je me souviens. Il y avait 2 musulmans. Non, on était 5. Il y avait 4 musulmans et moi. Il avait un cercle d'amis qui avaient, je dirais, la même démarche intellectuelle que lui. Des bergers qui sont devenus des hommes qui avaient une certaine influence dans la société musulmane, comme l'Haj Agoun, qui était un grand éleveur et qui avait un commerce et qui était très versé dans les textes de l'islam. Il y avait les Tidjani, donc le chef religieux. Il y avait un des chefs de la confrérie des Labrades, Hélis, qui était aussi qui s'intéressait beaucoup à la religion. Mais tout ça, je pense qu'il y avait quand même un fond politique. C'est-à-dire que ces gens-là se disaient que la connaissance de la religion et l'enseignement de la tolérance étaient des facteurs essentiels, des vecteurs essentiels d'une vie communautaire sans haine et sans violence. Et donc je pense que c'était ça leur idée. Leur idée c'était de savoir, d'après les textes et dans leur interprétation, ce qui rapprochait plus que ce qui éloignait. Ils craignaient probablement, dans l'interprétation et la traduction et l'enseignement des textes, quelque chose qui pouvait éloigner les gens plutôt que les rapprocher. Moi, je pense que c'est ça un petit peu le dessin politique, puisqu'ils étaient politiques tous. Jacob Lalou doit sa notoriété au fait d'avoir été le premier maire de la Gouatte et de l'être resté pendant plus de 20 ans, presque sans interruption. Toute l'administration de la commune de la Gouatte est réunie sur cette photo. Au premier rang, les employés de la commune. Au deuxième, les administrateurs et administrateurs adjoints, tous militaires. Le maire, Jacob Lalou, et les principaux chefs des grandes familles. Le Khalifa Djeloul, le Bachaga Ben Salem, le Bachaga Maroun. Derrière eux, la commission municipale et les interprètes. Enfin, au dernier rang, les notables et les caïds. Après un voyage à travers les oasis du sud algérien, le gouverneur général Châtel s'est arrêté à La Gouatte, où se trouvaient réunis les chefs indigènes et les commandants militaires de la région. Au cours de cette réunion, le gouverneur général a reçu le montant d'une souscription effectuée dans ces territoires et qu'il fera parvenir au maréchal.
Dans ses actualités de 1942, parmi les personnalités qui accueillent le représentant de Vichy, le maire Jacob Lalou n'apparaît pas. Ensuite, dans la plaine, le gouverneur général recevait les témoignages de fidélité des tribus de la province. Lorsqu'il y a eu les lois de Vichy, en 40, ou en 40, oui, l'administrateur en chef, qui était le chef de la commune, fait appeler mon père, le chef administratif, et lui dit « Monsieur Lalou, vous me rendez votre écharpe, les instructions que nous recevons, vous n'êtes plus citoyen français, du fait que vous êtes indigène, vous ne pouvez plus assurer vos fonctions de maire. » Mon père lui dit « D'accord, ça va, il rentre chez lui, n'en parlons pas. » C'était vers 1940. En 1941, arrive un commandant du territoire, nouveau commandant de territoire. Je ne veux pas citer le nom, c'est le colonel B, qui était un ami d'ailleurs, colonel B. Et première visite à faire, il a fait bien sûr au chef de la Confédération des Larbas, au Bachaga d'Aïdis. Le Khalifa Djeloul était mort à l'époque. Il est mort en 40. Donc c'est Bachaga d'Aïdis qui a pris la suite. Alors, le colonel du territoire se rend au Milok, à la propriété du Bachaga d'Aïdis, et la table était mise, une table pour le thé, c'était dans l'après-midi, pour le thé était posé, les gâteaux, bon. Et il y a une tradition chez les Arabes, nomades, surtout les tribales, que ce soit pour un repas ou que ce soit pour une réception, c'est le maître de maison qui fait le service. Ce n'est pas le domestique ou le serviteur. Par hospitalité, c'est lui qui fait le service. C'est le chef qui sert ses invités. Alors bon, il discute, il s'assoit, et puis le Bachaga prend, les verres à thé étaient posés, il prend la théière pour servir le thé au colonel. Il prend le verre, et à ce moment-là où il avait la théière à la main, le colonel lui dit « Vous savez, Bachaga, je viens d'arriver, mais je vais prendre des dispositions qui vont vous satisfaire et vous faire plaisir. » Et Bachaga, étonné, dit « Oui, de quoi il s'agit ?» Il lui dit « Ben écoutez, les Juifs, il fait pour les raser, et en particulier Jacob Lalou, terminé. » Alors le Bachaga repose sa théière, et il lui dit « Mon colonel, vous venez pour 1 année, 2 années à la Gouatte. Les familles juives de la Gouatte, nous sommes depuis des siècles, nous vivons depuis des siècles, et c'est créé des liens entre nous de fraternité que rien ne peut les déranger. Et vous venez, vous, aujourd'hui, vous le voir. Alors je ne vous dis pas si vous touchez à la famille Lalou, parce que je ne crois pas que vous y arriverez. Mais si vous touchez simplement à la tête d'un juif qui s'appelle Agou Lagra, Lagra veut dire le teigneux, et Agou, c'est son prénom. Agou Lagra, il faudrait que vous passiez sur moi et sur mes tribus, qui étaient des tribus guerrières. C'était les Goums, c'était les Harkis, c'était bon. Et le colonel, surpris, se demandait s'il avait fait gaffe ou pas. Et à ce moment-là, le Bachaga pose sa théière et il se croise les bras, il ne bouge plus. Le colonel a parlé un moment, constatant qu'il avait fait une bévue, il se lève, au revoir Bachaga, au revoir, et le domestique l'accompagne, n'en parlant pas. Et pendant le parcours, car le Milok était à 20 km de la Gouatte, pendant le parcours de retour à la Gouatte, ça avait beaucoup travaillé le colonel commandant le territoire, et il est arrivé là, dans la soirée, et la première des choses, le lendemain matin, il dit à son chaouche, c'est-à-dire à la personne chargée de recevoir les gens, tu connais Agou Lagra? Il lui a dit oui. Il dit va me l'appeler, va me le chercher. Et voilà le cavalier, le chaouche, qui va dans la chope du Agou Lagra, qui était, comme je le disais, teigneux. Il avait le trachome. Et de surcroît, il était soudeur, pas soudeur, il était ferblantier, c'est-à-dire qu'il travaillait pour les nomades, il avait un petit four de trucs, tout noir, de charbon, enfin c'était véritablement là, un déchet humain. Il le fait venir, alors quand le cavalier se présente à Agou Lagra pendant les lois de Vichy, il dit, juré par tous les trois, Hakrabi, je te jure, je n'ai rien fait, mais pourquoi le colonel m'appelle? Il dit, il te demande, tu n'as qu'à venir. Bon, il le suit.
Le colonel le reçoit dans son bureau, il le regarde pendant un moment, et le Agolagra lui dit, mon colonel, je vous assure, j'ai rien, en arabe, puisqu'il ne parlait pas français, je vous assure, j'ai rien fait, moi je ne vois pas pourquoi, si on vous a dit quelque chose sur moi, bon. Le colonel dit non, c'est pas possible. Il l'observe, et puis il tire, il lui dit d'abord, c'est toi, Agolagra? Il lui dit, ah oui, mon colonel. Il dit, bon, il retire son ça. Il prend un billet de 1000 francs, et il lui dit, voilà pourquoi je t'ai appelé. Et il lui donne 1000 francs. Oui, raconte tout content, les 1000 francs, c'était un mois de travail à souder les marmites et les casseroles, bon, et il s'en va. Et un moment après, il dit au Chaouche, tu connais Wabi Jacob Lalou? Il lui dit oui, mon colonel. Tu vas m'accompagner, je suis Jacob Lalou. Et on va aller à cheval. Et voilà le colonel à cheval, parce que quand il passait à cheval, les musulmans ou les personnes qui parlent machin le remarquaient plus, on le saluait. Enfin, c'était l'autorité qui passe. Pas en voiture où on ne le voyait pas. Et le cavalier derrière lui. Arrivé devant le bureau de papa, moi j'étais là à ce moment-là, j'étais jeune. Il lui tient là le cheval, le colonel descend, et il s'approche de machin, il frappe le bureau, il rentre à la porte du bureau, et papa le reçoit, papa tout étonné de recevoir le colonel commandant le territoire, qu'il ne connaissait pas, et puis qu'il n'avait pas de... Et il lui dit, mon colonel, il dit, je viens vous voir, monsieur Jacob Lalou, je suis colonel Brault, j'ai dit citer le mot, il dit, mon colonel, je soyez le bienvenu, mais... je n'ai plus aucune fonction, vous me venez. Il dit non, je viens vous entretenir d'un problème et je viens surtout vous féliciter. Ah, mon père dit, et c'est lui qui lui raconte l'incident avec le Bachaga d'Aïlis. C'est le colonel Brault, pas le Bachaga. Le Bachaga n'avait pas encore le temps de le raconter. Et ensuite, quand le Bachaga d'Aïlis l'a raconté à papa, c'est exactement ce qui s'est passé. Et le colonel Brault dit, je vous félicite pour comment dirais-je, ces relations véritablement fraternelles entre les Juifs et les Arabes. Je découvre, il a dit, je le découvre. Et puis cette histoire s'est passée sur un temps si court. Jacob Lalou quitte la Guadeloupe pour Alger en 1948 et l'Algérie définitivement en 1962. Depuis son arrivée à Paris, prostré chez lui et vêtu de blanc, il répétait sans cesse « J'étais un palmier du désert, on a fait de moi une plante d'appartement. » Il meurt la même année, l'année de ma naissance. Quant à Nejma, mon arrière-grand-mère, elle n'a jamais parlé un mot de français. Elle sortait tout droit de ce monde où une évidence qui semblait perdue s'est transmise. Je reviens à la Guadeloupe pour la première fois en 1983. Non, oui, en 1983, pour la première fois, oui. Je retourne à Alger pour la première fois en 1976, mais à la Guadeloupe en 1983 avec Claire. J'étais effectivement extrêmement sceptique sur cette espèce de légende familiale. Et quand je suis arrivée à la Guadeloupe, la ville ayant beaucoup changé, la première chose que Jean-Claude a faite, c'est de sortir de la voiture et de demander à quelqu'un où était l'hôtel. Et à ce moment-là, à ma grande stupéfaction, après quelques questions, j'ai vu l'homme entourer Jean-Claude de ses bras et rire, etc. Et il avait découvert qu'il était le petit-fils de Jacob Lalou. Et l'autre moment fort de ce périple, si je puis dire, c'est quand on a retrouvé les camarades d'école de Jean-Claude et que l'un d'eux nous a amené visiter un des petits villages autour de la Guadeloupe. Et il conduisait, tout d'un coup il se retourne et il me dit « Mais madame,
Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad en hébreu. Et il me dit, mais ça, on a tous appris à prier en hébreu, de même que Jean-Claude avait appris à lire le Coran. Et ce qui était, je crois, tout à fait exceptionnel et qui m'a fait comprendre que cette espèce de légende d'une civilisation d'or était exacte. Je ne sais pas qui est mon grand-père, mais je sais d'où il vient. Mon père a quitté la Gouatte à l'âge de 10 ans, d'abord pour Alger, où il fait ses études secondaires, puis pour Paris définitivement avec le reste de la famille. 40 ans après son départ, je suis revenu avec lui dans sa ville natale. Ça, c'était mon directeur d'école, Kada. C'était le directeur de l'école primaire. Kada, qui est devenu maire après grand-père. Il a remplacé mon grand-père en 1948 comme maire. La ville a 100 000 habitants, 10 fois plus qu'en 1962. La moitié est née après l'indépendance. Et pourtant. Ce qui me plaît dans cette mémoire qu'attaquent le temps et les faits, c'est qu'elle existe et se transmet. Il y avait un cordonnier là, ou un bijoutier après. C'était là la rue des Juifs, c'est là où habitaient tous les Juifs. On avait vu le cordonnier, il connaissait très très bien, il se rappelait on lui montrait les photos, il se rappelait de tout le monde. Je crois que les gens étaient mélangés, il y avait Juifs et Arabes. Le quartier juif était un quartier du côté de la mosquée, derrière la synagogue. Mais lui, il est de la génération qui a dû connaître toute la famille. Ça, c'est Haj Issa Ben Ammar, qui a été un militant du FLN pour l'indépendance. C'était un grand ami de papa, il faisait la même chose, du transport, du commerce. Il avait beaucoup d'admiration pour ma grand-mère et beaucoup d'affection pour elle. Je vais laisser une photo d'ailleurs de ma grand-mère habillée avec sa grande robe en velours brodé et son turban. C'est à travers les lettres de Hadj Aïssa que mon grand-père a gardé un lien avec la Gouatte. Ils ont repris ce contact épistolaire dans les années 80 et depuis, ils n'ont pas cessé de s'écrire. Et un jour, je reçois une lettre, tout au début de mon arrivée à Paris d'ailleurs. J'ai appris qu'un événement heureux s'était passé dans sa famille, je lui ai envoyé un petit mot. Et en ajoutant dans cette lot, j'avais perdu de vue après l'absence, que je lui disais dans ma lettre que je me souviens de ton père Hameda Ben Ammar, qui était notre Louison Bobet de l'époque. Effectivement, c'était notre champion cycliste. Alors il me répond en me disant « Je crois, mon cher Michel, que tu vieillis ou que tu perds la mémoire, parce que Hameda n'est pas mon père, mais il est mon demi-frère.
Tandis que toi, tu es mon frère de lait, et il me semble que tu l'oublies. Ta mère était liée d'amitié très profonde avec ma mère était malade lorsque je suis né, et c'est ta mère qui venait tous les jours me donner le sein aux côtés de ma mère. Alors n'oublie pas que je suis ton frère de lait. Et c'est comme ça qu'il me l'a rappelé. Je voulais revenir à la Gouatte, filmer ce qui vit de génération en génération loin de toute nostalgie. Je voulais comprendre, en avoir le cœur net. L'Algérie d'aujourd'hui a empêché au tournage de succéder au repérage muet. Je reste avec le souvenir et les traces d'une tolérance que les batailles du présent repoussent pour un temps, avec les images d'un moment là-bas. En avoir le cœur net. Alors moi, quand je suis allé dans l'armée, on m'appelait Michel Ben Jacob Ben Maklouf Belalou. Et quand Jacqueline est née, ou quand Jean-Claude est né, mes enfants, on appelait par exemple Jacqueline Paulette, Ben Michel, Ben Jacob, Ben Maklouf Belalou. Et Jean-Claude, il s'appelait Jean-Claude Ben Michel, Ben Jacob, Ben Maklouf Belalou. Alors j'ai dit à papa, juste que ça va aller. Alors si les enfants, toi tu seras appelé Serge, Ben Jean-Claude, Ben Michel, Ben Jacob, tu vois. Alors je dis, et alors on en a parlé au procureur qui a dit, mais non, vous devez recevoir le nom patronymique. Et immédiatement on s'est occupé avec le tribunal de Blida et on nous a donné le nom patronymique en rayant toute la séquelle de prénoms qui composaient la... Voilà. D'ailleurs chez les musulmans c'est comme ça aussi. On leur a donné le nom patronymique parce qu'ils n'ont sorti plus. محلاها ليلة تحت النخلة محلاها ليلة تحت الخيمة راسي وراس العارم محلى زينة محلاها ليلة تحت الخيمة راسي وراس العارم محلى زينة ياي 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 جيتك من الأقوات سربيلي وحدي أنا ود الرملة وحليب النقا محلاها تقيلة تحت النخلة والعشية تسقينا بلا قميها محلاها ليلة تحت الخيمة راسي وراس العارم محلى زينة